Hier, alors que je nettoyais le garage avec mon mari et notre fils, j'ai reçu un appel inattendu de ma belle-mère qui voulait absolument parler de l'héritage de mon père. Elle a crié « Si tu touches à 1 centime, je révèle ton secret à tout le monde !» Et j'ai vu sur la table son vieux carnet rempli de comptes cachés et de mensonges accumulés depuis des années. J'ai senti cette douleur, cette injustice qui frappe au cœur de la famille, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà préparé le message qui allait tout changer et enfin mettre fin à ces manipulations. Hier matin, le soleil perçait timidement à travers les volets de notre maison, laissant passer des rayons dorés qui dansaient doucement sur le parquet ciré. Je pensais que ce serait une journée ordinaire, l'une de ces journées où tout semble calme et paisible, parfaite pour ranger le garage et remettre un peu d'ordre dans notre petit chaos familial. Mon mari, lui, était déjà dehors, un chiffon à la main, en train de polir l'ancienne voiture de collection de son père que nous avions héritée il y a quelques années. Notre fils, âgé de 10 ans, courait autour de nous avec son ballon, lançant des éclats de rire qui résonnaient entre les murs, remplissant l'air d'une légèreté qui contrastait totalement avec ce qui allait se produire. Je me suis agenouillée pour ramasser quelques outils tombés sous l'étagère, en respirant profondément l'odeur de l'huile moteur et du bois ciré, lorsque mon téléphone a vibré sur la table de travail. Le nom qui s'affichait sur l'écran m'a glacé le sang avant même que je décroche. Maman. Ma belle-mère. Un frisson m'a parcouru l'échine. Son ton n'avait jamais été neutre. Même dans les moments les plus ordinaires, il y avait toujours cette pointe d'autorité, de contrôle, et parfois de menace à peine voilée. J'ai hésité quelques secondes, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran. Je savais que chaque appel de sa part pouvait transformer une journée normale en un chaos émotionnel complet. Mais je me suis forcée à respirer calmement et j'ai décroché. « Allô » ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme mais cordiale. « Bonjour » a-t-elle commencé, sa voix douce mais chargée de sous-entendus, comme si chaque mot pesait sur mon esprit. « Je veux absolument que nous parlions de l'héritage de ton père, aujourd'hui. » Un frisson m'a parcouru à nouveau. L'héritage. Ce sujet avait toujours été un champ de mines émotionnelles, un mélange de secrets, de rancunes anciennes et de petites trahisons accumulées depuis des années. Je sentais déjà la tension s'épaissir autour de moi. Mon mari s'est approché, sentant mon changement d'expression, et a posé sa main sur mon épaule. « Ça va » murmura-t-il, inquiet, son regard se tournant vers moi mais aussi vers notre fils qui continuait à jouer innocemment. Je lui ai offert un sourire rapide, mais ce n'était qu'une façade. À l'intérieur, mon cœur battait plus vite, et je sentais un mélange étrange de colère, d'anxiété et de peur. Je l'ai invitée à parler, tout en gardant une distance prudente, la voix mesurée, mais elle ne perdait pas de temps. Elle a commencé à m'assaillir avec des mots que je connaissais trop bien, des accusations implicites, des reproches, des menaces voilées. « Si tu touches à 1 centime, » m'a-t-elle dit, sa voix soudain plus dure, « je révélerai ton secret à tout le monde. » Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une cloche de verre fragile prête à se briser. Un silence pesant a envahi le garage, ponctué uniquement par le rire de notre fils qui courait derrière le ballon, ignorant complètement le drame qui se jouait à quelques mètres de lui. Je me suis figée, incapable de répondre tout de suite, les yeux fixés sur le téléphone comme si je pouvais y lire toutes ses intentions. Mon esprit a commencé à revivre les années passées, chaque commentaire acerbe à propos de ma façon d'élever notre fils, chaque critique déguisée sous forme de conseil, chaque confrontation subtile mais constante lors des repas de famille. Toutes ces petites piques s'étaient accumulées comme une couche de poussière sur mon cœur, et aujourd'hui, elles semblaient prêtes à s'effondrer en une avalanche émotionnelle. Soudain, un bruit sur la table a attiré mon attention, un vieux carnet qu'elle avait laissé là lors de sa dernière visite. Le cuir était usé, les pages jaunies, mais j'ai reconnu immédiatement ce cahier. C'était celui où elle notait tout, chaque prêt, chaque compte, chaque petite manipulation qui avait façonné notre relation depuis des années. Mes yeux se sont élargis en voyant les chiffres, les noms, les dates. Tout était là, exposé sous mes yeux. J'ai senti mon estomac se nouer et une colère sourde monter en moi. Mon mari a suivi mon regard et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, inquiet. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne pouvais pas. La situation était délicate. D'un côté, il y avait notre famille, notre fils qui jouait innocemment, et de l'autre, la vérité crue et brutale qui menaçait de tout bouleverser. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir l'ouragan d'émotions qui grondait en moi, et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose cruciale. Cette journée tranquille n'existait déjà plus. Tout venait de basculer.
Chaque détail autour de moi semblait soudain saturé de tension. La lumière du soleil sur le plancher n'était plus réconfortante, mais crue et exposée. Le bruit du chiffon sur la carrosserie de la voiture sonnait comme une sirène d'alarme, et le rire de notre fils, au lieu de détendre l'atmosphère, résonnait presque comme un écho triste de l'innocence perdue. J'ai senti une énergie nouvelle m'envahir. Il fallait agir, mais avec prudence. Le simple fait de réfléchir à un plan précis m'a donné un peu de contrôle, alors que tout semblait sur le point d'exploser. À cet instant précis, une certitude s'est imposée. Ce n'était pas seulement une journée qui basculait, mais peut-être un tournant dans toute notre vie familiale. Les secrets allaient éclater, les manipulations ne pouvaient plus continuer, et il fallait que je prenne une décision qui protégerait notre famille tout en révélant la vérité à ma belle-mère. Le calme de la matinée était désormais un souvenir lointain, remplacé par une tension électrique, palpable dans chaque recoin du garage, dans chaque silence et dans chaque regard. Et alors que je tenais le téléphone à la main, le vieux carnet sous mes yeux, je savais au fond de moi que tout ce qui allait suivre dépendrait de ce moment précis. Le simple fait d'envoyer un message pourrait changer le cours de notre famille, clore enfin le cycle de manipulation, et révéler une vérité que ma belle-mère n'avait jamais envisagée. Le ton de ma belle-mère au téléphone avait changé en un instant, passant de cette douceur apparente qu'elle utilisait toujours pour masquer ses intentions à une fermeté presque glaciale qui me fit frissonner. Il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance subtile mais profondément menaçante, qui me rappelait toutes ces années de manipulation à petite dose, ces menaces déguisées sous forme de conseils, ces remarques piquantes qui semblaient anodines mais qui érodaient lentement ma confiance. « Si tu touches à un centime, répéta-t-elle, plus fort cette fois, je révélerai ton secret à tout le monde. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable, comme un voile de fumée qui s'infiltrait dans chaque coin de notre maison. Je sentis mon cœur battre plus vite, chaque pulsation résonnant dans mes tempes. Mon regard se posa sur notre fils, qui continuait à jouer dans le garage, inconscient du danger qui flottait dans l'air. Ses rires innocents me faisaient à la fois sourire et trembler, sourire parce qu'il ne connaissait pas encore la complexité des conflits familiaux, trembler parce que je savais que cette situation pouvait rapidement dégénérer et briser cette innocence fragile. Mon mari, qui était en train de polir la voiture, s'approcha discrètement. Ses yeux, habituellement calmes, trahissaient une inquiétude qui se mêlait à ma propre anxiété. Il comprit immédiatement que cet appel n'était pas un simple bavardage et que la tension allait bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. J'essayai de garder ma voix stable, respirant profondément pour contrôler la panique qui montait. « Que veux-tu dire exactement par là ?» demandai-je, en essayant de masquer ma peur derrière une façade de calme. Mais elle n'avait pas besoin de répondre immédiatement pour que la menace s'insinue dans mon esprit. Chaque mot, chaque pause dans sa voix, chaque souffle semblait calculé pour provoquer un malaise, une tension silencieuse qui m'obligeait à réfléchir à ce que je pouvais perdre, à ce que je devais protéger. Tout dans son ton, dans ses inflexions, me rappelait les dîners de famille où elle glissait des remarques sur ma manière de gérer notre mariage ou sur notre belle-fille, comme si chaque mot contenait une petite pique empoisonnée. Je me souvenais de ces moments précis, sa façon de me regarder lorsque je parlais à notre fils, son sourire légèrement ironique lorsqu'elle commentait la manière dont nous gérions notre foyer. Ces souvenirs ressurgissaient, maintenant avec une intensité particulière, comme si cette menace téléphonique était le couronnement de toutes ces petites injustices accumulées au fil des années. Je posai mon regard sur le vieux carnet posé sur la table du salon. Ces pages jaunies contenaient toutes les preuves de ses manipulations financières, mais aussi de ses stratégies pour semer la discorde dans notre famille. Chaque chiffre, chaque annotation semblait prendre vie à ce moment précis, me murmurant que je devais être prudente, mais également stratégique. La menace n'était pas seulement verbale, elle était tangible, palpable, un véritable outil de pression que ma belle-mère savait manier avec précision. Mon esprit commença à faire le tour de toutes les options possibles. Devais-je céder à ses exigences et tenter de maintenir une apparence de paix familiale, ou devais-je riposter, montrer que cette manipulation n'avait plus de prise sur moi? Chaque choix semblait lourd de conséquences, et je pouvais sentir l'adrénaline monter, mêlée à un sentiment de révolte silencieuse. La menace subtile qu'elle utilisait depuis des années se manifestait maintenant de manière directe, mais je commençais à comprendre que ce moment pouvait devenir mon point de retournement, mon instant pour reprendre le contrôle de la situation. Je pouvais presque voir sa silhouette à travers le téléphone, son expression dissimulée derrière cette façade de calme trompeur. Il y avait une certitude dans ses gestes, dans ses pauses calculées, qui me rappelait qu'elle avait déjà anticipé ma réaction. Mais je sentais aussi,
pour la première fois depuis longtemps, un espace où je pouvais intervenir, où je pouvais prendre une décision qui changerait le cours des événements. Le garage, d'ordinaire rempli de rire et de l'odeur du moteur, semblait soudain devenir un théâtre de tensions silencieuses. Les objets familiers, les outils, la vieille voiture, les rayons de lumière sur le sol, prenaient un poids dramatique, comme s'ils observaient chaque mouvement, chaque respiration. Mon fils courait toujours autour, inconscient, et chaque rire résonnait comme un rappel de ce que je devais protéger, l'innocence, la paix de notre foyer, et la vérité qui devait éclater au bon moment. J'ai senti mon mari glisser sa main dans la mienne, un geste discret mais chargé de soutien. Ses yeux disaient sans mots que nous devions rester unis, que la menace de ma belle-mère ne pouvait pas nous diviser. Cette subtile menace avait réveillé en moi une force que je n'avais pas explorée depuis des années, une volonté de protéger ma famille, de rétablir la justice et de révéler les secrets qui pesaient sur nous depuis trop longtemps. À ce moment précis, une certitude s'imposa, la menace subtile n'était qu'une partie d'un jeu beaucoup plus vaste. Et même si elle pensait avoir le contrôle, je commençais à entrevoir une opportunité de prendre le dessus, de transformer cette tension en un plan précis qui pourrait enfin mettre fin aux manipulations et protéger ceux que j'aimais. Le simple fait de réfléchir à ce plan me donnait un étrange mélange de peur et de puissance, peur de l'inconnu, puissance de savoir que je n'étais pas impuissante. Le téléphone resta dans ma main, le vieux carnet ouvert devant moi, et la voix de ma belle-mère continuait à flotter à travers le combiné. Chaque mot, chaque pause, chaque inflexion était maintenant une pièce du puzzle que je devais résoudre. Une subtile menace, oui, mais une menace qui avait réveillé en moi une force et une détermination que je n'avais jamais ressenties. Et c'est ainsi, entre le parfum de l'huile moteur, la lumière du soleil filtrant à travers les volets et le rire innocent de notre fils, que la journée tranquille avait complètement basculé. La menace subtile venait de révéler la profondeur des mensonges, mais elle venait également de me donner la clé pour reprendre le contrôle. Je savais, au plus profond de moi, que ce moment marquait le début d'un tournant décisif, un instant où je pouvais enfin préparer ma riposte. Alors que le téléphone reposait sur la table du garage, et que la voix glaciale de ma belle-mère s'éteignait dans le combiné, mon regard s'est posé sur le vieux carnet ouvert, posé à côté de quelques feuilles froissées et stylos éparpillés. Ce simple carnet semblait inoffensif à première vue, un objet banal qu'on aurait pu trouver dans n'importe quelle maison, mais je savais déjà qu'il contenait bien plus que de simples chiffres. J'avais l'impression que chaque page renfermait des secrets soigneusement cachés, des vérités que ma belle-mère avait accumulées au fil des années, et que tout le monde ignorait. Je me suis approchée, le cœur battant, et j'ai pris une profonde inspiration avant de tourner la première page. Immédiatement, un frisson m'a parcouru. Les écritures étaient précises, détaillées, presque obsessionnelles. Il y avait des comptes sur des transactions que je n'avais jamais vues, des montants que je n'avais jamais soupçonnés, et surtout, des annotations concernant chacun des membres de notre famille, comme si elles nous observaient, notaient nos faiblesses et nos erreurs dans ce carnet pour mieux les utiliser contre nous au moment opportun. Mon mari s'est approché derrière moi, silencieux, les mains dans les poches, mais son visage trahissait l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu vois » murmura-t-il, à mi-voix, comme si le moindre son pouvait alerter ma belle-mère même à distance. Je ne répondis pas immédiatement. J'avais besoin d'analyser chaque détail, chaque chiffre, chaque mot. C'était comme si j'étais tombée dans un labyrinthe de mensonges et de secrets, où chaque page me rapprochait de vérités que je n'étais pas certaine de vouloir connaître. En continuant à tourner les pages, je découvris des listes de dépenses et de transferts bancaires soigneusement camouflés, parfois notés avec des abréviations incompréhensibles, parfois accompagnés de noms de lieux et de dates qui semblaient anodins, mais qui, lorsqu'on les lisait attentivement, révélaient un motif inquiétant. Ma belle-mère contrôlait des aspects financiers de notre famille depuis des années, manipulant subtilement notre quotidien, nos choix et même nos relations. Mon regard tomba alors sur une page particulière où figuraient des annotations détaillées concernant ma belle-fille et mon fils. Les montants, les cadeaux, les prêts, oubliés, tout était noté avec une précision clinique. Chaque mot semblait chargé d'intention, comme si elle préparait méticuleusement un plan pour exploiter ces informations au moment le plus opportun. Je sentis ma poitrine se serrer, une boule d'angoisse se formant dans mon estomac. La menace verbale qu'elle avait proférée quelques minutes plus tôt prenait maintenant une dimension physique et palpable. Ce carnet était l'instrument ultime de sa manipulation. Je me souvenais de tous les moments où j'avais cru qu'elle était simplement exigeante ou protectrice à l'excès. Mais en voyant ces pages, je compris que tout n'était qu'une façade. Les anniversaires,
Les conseils sur l'éducation de notre fils, les recommandations sur nos dépenses, tout avait été soigneusement calculé pour instaurer une dépendance silencieuse, un contrôle invisible qui nous maintenait dans un équilibre précaire. Et maintenant, ce contrôle se révélait enfin sous mes yeux, dans toute sa complexité et son audace. Je m'arrêtai sur une annotation particulière, une transaction de plusieurs milliers d'euros transférée à un compte inconnu, notée avec la date exacte et un petit commentaire ironique à son sujet. C'était comme si elle se moquait de nous, en sachant qu'un jour, nous découvririons tout cela et que nous serions incapables de réagir sans conséquence. La rage et l'injustice me submergèrent, mais en même temps, une clarté étrange s'installa. Cette découverte, aussi inquiétante soit-elle, me donnait enfin une piste, un moyen de reprendre le contrôle de la situation et de protéger ma famille. Mon mari s'agenouilla à côté de moi, examinant les pages avec un mélange de stupéfaction et de colère. « Elle a tout planifié depuis des années », murmura-t-il. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots, mais consciente que ce carnet contenait la clé de notre liberté future. Chaque page était un puzzle à résoudre, chaque annotation un indice sur son plan, et maintenant, nous pouvions enfin commencer à anticiper ses mouvements, au lieu de rester à la merci de ses manipulations. Le rire de notre fils résonna dans le garage, et pour un instant, il me sembla presque cruel de juxtaposer son innocence avec le poids de la vérité que je tenais entre mes mains. J'étais frappé par la différence entre la légèreté de son monde et la gravité du nôtre. Le contraste était douloureux, mais nécessaire. Il me rappelait pourquoi je devais agir, pourquoi je ne pouvais pas me contenter de subir cette situation. Je pris le carnet, feuilletant une dernière fois les pages principales, mémorisant chaque détail qui pourrait être utile. La menace de ma belle-mère, subtile mais persistante, venait de se transformer en un outil que je pouvais utiliser à mon tour. La découverte était inquiétante, oui, mais elle venait également de m'offrir une chance unique, celle de préparer ma riposte, de planifier un message capable de changer le cours de nos vies, de mettre fin à des années de manipulation et de faux-semblants. Alors que le soleil continuait de filtrer à travers les volets, je ressentis un mélange étrange de peur et de détermination. La journée, qui avait commencé si tranquillement, avait basculé dans un monde où les secrets se dévoilaient, où les alliances familiales pouvaient être brisées ou reforgées, et où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Et moi, tenant ce carnet entre mes mains, j'étais enfin prête à envisager la suite avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Je savais, à cet instant précis, que la journée tranquille était bel et bien terminée. La découverte inquiétante venait de révéler tout le potentiel de danger, mais également tout le pouvoir que je pouvais désormais exercer, le pouvoir de protéger ma famille et de reprendre le contrôle face à ma belle-mère. Le silence dans le garage était lourd, mais chargé d'une promesse silencieuse, celle d'une revanche réfléchie, mesurée et imparable. Et, je vérifie juste, suivez-vous toujours la chaîne? Assurez-vous de ne pas manquer la suite de cette histoire. Alors que je refermais doucement le vieux carnet, un silence lourd s'abattit sur le garage. L'air semblait plus dense, presque tangible, chargé du poids des secrets que je venais de découvrir. Chaque chiffre, chaque note, chaque annotation me rappelait que nous avions été manipulés depuis des années, pas seulement financièrement, mais émotionnellement, psychologiquement. Le simple fait de penser à tout ce que ma belle-mère avait pu planifier, sans jamais que nous en ayons conscience, m'a donné un frisson. La sensation d'injustice me frappait de plein fouet. Tout ce temps, nous pensions vivre en harmonie, et pourtant nous étions pris dans un filet invisible tissé par ses mains expertes. Mon mari, debout derrière moi, regardait les pages comme s'il voyait pour la première fois l'ampleur de son contrôle. « On a été naïfs », murmura-t-il, la voix basse, presque honteuse. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de naïveté, mais d'une confiance naturelle dans les liens familiaux. Nous pensions que l'amour et le respect mutuel suffisaient à protéger notre famille. Or, la vérité que révélait ce carnet était brutale. L'amour et le respect n'avaient jamais suffi pour contrer la manipulation froide et calculée d'une belle-mère déterminée à contrôler chaque aspect de notre vie. Je pris une profonde inspiration et mes yeux se posèrent sur notre fils, qui continuait à jouer innocemment dans le coin du garage. Ses rires, ses petites courses et ses éclats de joie étaient un rappel cruel du contraste entre l'innocence et la trahison que nous venions de découvrir. Ce mélange de colère, de peur et de douleur me fit réaliser que le poids des secrets n'était pas seulement une question de chiffres ou de comptes, mais qu'il pesait directement sur la sécurité et le bien-être de notre famille. Chaque décision que nous prendrions désormais aurait des conséquences lourdes,
et chaque mouvement devrait être calculé avec précision pour éviter une explosion inutile. Je repensais à toutes les petites tensions passées avec ma belle-mère. Ces disputes apparemment insignifiantes lors des réunions familiales, ces critiques déguisées sous forme de conseils, ces moments où elle nous observait avec ce sourire en coin qui laissait deviner qu'elle savait toujours quelque chose que nous ignorions. Tout cela prenait désormais un sens cruel et organisé. Le poids des secrets se révélait non seulement dans le présent mais également dans le passé, transformant des souvenirs heureux ou neutres en preuves tangibles de son influence et de sa manipulation. Chaque page tournée dans ce carnet était comme une lame qui me transperçait le cœur. Je pouvais y lire ses stratégies pour semer la discorde entre nous, ses calculs pour contrôler les finances, mais aussi ses petites notes sur ma belle-fille et notre fils. Chaque mot révélait un plan méthodique visant à fragiliser nos relations et à créer des dépendances invisibles mais efficaces. La précision de son écriture et la minutie de ses annotations étaient presque effrayantes. Elle avait construit un empire silencieux de contrôle familial, et nous n'en avions jamais eu conscience jusqu'à ce jour. Je me levai et marchai lentement autour du garage, mes yeux fixés sur le carnet que je tenais toujours. Chaque outil, chaque objet autour de moi semblait porter un poids supplémentaire, comme si l'atmosphère elle-même reconnaissait le fardeau de ses secrets. Le parfum de l'huile moteur et du bois ciré, habituellement rassurant, prenait une dimension inquiétante. Même la lumière du soleil, filtrée par les volets, semblait projetée pour souligner les ombres et accentuer la gravité de la situation. Mon mari me suivait silencieusement, conscient que le moment demandait une stratégie et non des réactions impulsives. Nous devions comprendre, analyser et planifier, car le poids des secrets n'était pas seulement émotionnel, il pouvait nous coûter notre équilibre familial. Et au fur et à mesure que je regardais ce carnet, je réalisais qu'il contenait également la clé pour reprendre le contrôle. Les secrets que nous avions découverts étaient lourds, oui, mais ils étaient aussi notre point de départ pour restaurer la justice et protéger ceux que nous aimons. Je me souvenais des moments où je m'étais sentie impuissante face à ces remarques, où chaque mot semblait calculé pour provoquer de la culpabilité ou de la confusion. Aujourd'hui, ces souvenirs avaient une toute autre signification. Je pouvais voir les motifs derrière chaque action, les stratégies derrière chaque phrase. Le poids des secrets ne nous écrasait plus aveuglément, il nous fournissait enfin les outils pour riposter de manière réfléchie et mesurée. Je m'assis à la table, reprenant le carnet et le feuilletant lentement, notant chaque détail important, chaque chiffre suspect, chaque commentaire personnel. La tension dans le garage était palpable, mais pour la première fois depuis des années, je sentais un contrôle naissant. Ma belle-mère pensait avoir le pouvoir absolu, mais elle ignorait que nous avions découvert son empire invisible. Et avec cette connaissance venait la possibilité de mettre fin à son contrôle, de protéger notre famille et de restaurer un équilibre qui semblait perdu depuis trop longtemps. Je me rendis compte que le poids des secrets ne résidait pas seulement dans leur existence, mais dans notre capacité à agir avec intelligence. Si nous faisions un faux pas, tout pouvait s'effondrer, mais si nous étions stratégiques, nous pouvions transformer ces secrets en force, en moyen de restaurer la justice et de protéger notre foyer. Le carnet était à la fois une arme et une lumière, révélant non seulement le danger, mais aussi la voie vers une solution. Alors que je levai les yeux, je vis notre fils courir vers la lumière du soleil qui filtrait dans le garage, insouciant et joyeux. Ce contraste entre son innocence et la gravité de nos découvertes me frappa profondément. Je compris que le poids des secrets n'était pas seulement pour nous adultes, il affectait toute notre famille. Protéger notre fils et notre belle-fille devenait une priorité, et chaque décision que nous prendrions désormais devait être guidée par cette responsabilité. Le carnet posé devant moi semblait presque attendre que nous agissions. Et c'est à ce moment précis que je sus que nous avions deux choix, laisser les secrets continuer à peser sur notre famille ou prendre le contrôle, exposer la vérité au moment parfait et changer le cours de notre vie. Le poids des secrets était lourd, mais il venait de devenir la pierre angulaire de notre riposte. Le silence dans le garage était total, uniquement brisé par les rires de notre fils et le léger froissement des pages du carnet. Pour la première fois, je sentis que le calme qui suivrait cette tempête dépendait entièrement de nous, de notre capacité à transformer la peur et l'injustice en plans d'action réfléchis. La journée, qui avait basculé il y a quelques heures, venait de révéler toute la complexité de notre situation. Et moi, tenant ces secrets entre mes mains, je savais que la suite allait demander courage, intelligence et détermination. Alors que le carnet reposait toujours sur la table du garage, une lourde sensation de tristesse et de frustration s'abattit sur moi. Ce n'était plus simplement la découverte de secrets financiers ou de manipulations froides,
C'était le poids de toutes ces années de petites injustices accumulées, le sentiment que notre famille avait été lentement fragmentée par les actions calculées de ma belle-mère. Je me sentis submergée par une douleur profonde, une douleur qui n'était pas seulement la mienne mais celle de mon mari, de notre fils, et même de ma belle-fille, dont les regards innocents portaient parfois une incompréhension silencieuse face aux tensions qui régnaient depuis trop longtemps. Mon mari s'assit à côté de moi, la main sur mon épaule, essayant de m'offrir un soutien silencieux. « Je ne savais pas que ça allait si loin, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Je hochai lentement la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. Chaque mot de ma belle-mère, chaque menace subtile, chaque manipulation que nous avions crue anodine se révélait, désormais, comme une lame invisible qui avait pénétré profondément dans notre quotidien familial. Les souvenirs affluaient, certains doux, d'autres douloureux, tous liés à cette relation complexe et conflictuelle avec ma belle-mère. Je me souvenais des anniversaires où elle insistait pour contrôler le moindre détail, imposant ses goûts et ses choix, sous prétexte de tradition ou de bon sens. Je revoyais les repas de famille où, derrière un sourire poli, elle glissait des critiques subtiles sur mon rôle de mère, sur la façon dont je gérais la maison ou sur la manière dont mon mari s'occupait de notre fils. Chaque mot semblait insignifiant à l'époque, mais maintenant, à la lumière de la vérité, il avait une lourde signification. C'était la manifestation d'un contrôle silencieux et constant, une manière de maintenir notre famille dans une tension permanente et de cultiver un sentiment de culpabilité et de dépendance. Je levai les yeux vers notre fils qui jouait encore dans un coin du garage, insouciant et joyeux. Voir son innocence contrastant avec la gravité de la situation me poignardait le cœur. Comment pouvait-on protéger un enfant quand les adultes autour de lui étaient eux-mêmes pris dans un réseau de secrets et de manipulation? Chaque éclat de rire semblait fragile, comme si le moindre souffle de vérité pouvait briser cette bulle d'innocence. La douleur familiale ne résidait pas seulement dans les mensonges ou les trahisons, elle venait de la conscience que nos enfants, même indirectement, subissaient le poids de ces conflits silencieux et incessants. Ma belle-fille, qui avait toujours essayé de maintenir une relation cordiale avec sa grand-mère, était également affectée par ces tensions. Je me souvenais de ses yeux baissés lors de certaines conversations, de ses silences prudents, de cette hésitation à exprimer ses opinions de peur de déclencher un conflit. La manipulation de ma belle-mère n'était pas seulement financière ou stratégique, elle était émotionnelle, et elle avait tissé une toile où chacun était surveillé, jugé et contrôlé à sa manière. La douleur familiale prenait donc des formes multiples, colère, tristesse, frustration, et parfois un sentiment d'impuissance face à cette dynamique répétitive. Je repensais également à mon mari, qui avait essayé tant de fois de créer des ponts de communication, d'apaiser les tensions, de montrer de la bienveillance et de l'empathie. Ces efforts, bien que sincères, étaient constamment entravés par les interventions subtiles de sa mère. Je voyais dans ses yeux la fatigue de devoir négocier constamment, de devoir choisir ses mots avec soin pour ne pas déclencher une nouvelle dispute, et cette fatigue, silencieuse mais profonde, faisait également partie de notre douleur familiale. À mesure que je réfléchissais à tout cela, je compris que la douleur familiale n'était pas un phénomène isolé, elle s'étendait sur des années, alimentée par des manipulations répétées et des secrets soigneusement cachés. Chaque moment heureux avait été infiltré par cette tension sous-jacente, chaque sourire avait parfois été teinté de peur ou d'inquiétude. Même les souvenirs les plus doux portaient l'ombre des secrets de ma belle-mère, et cette conscience me fit frissonner. Pourtant, au milieu de cette douleur, une lueur de clarté apparut. Je compris que cette souffrance pouvait devenir un moteur, une énergie que nous pouvions utiliser pour protéger notre famille, restaurer la justice et créer un nouvel équilibre. La douleur familiale était lourde, mais elle ne devait pas nous écraser, elle devait nous pousser à agir avec prudence mais détermination. Chaque décision à venir devait tenir compte de cette réalité, nous ne pouvions plus nous permettre de rester passifs face aux manipulations et aux menaces. Je me levai et parcourus lentement le garage, les yeux fixés sur les objets familiers qui semblaient chargés d'histoire et de souvenirs. Les outils, la vieille voiture, les rayons de soleil sur le parquet, tout me rappelait à quel point notre quotidien avait été influencé, modelé et parfois assombri par les secrets de ma belle-mère. La douleur familiale était là, palpable dans l'air, mais elle portait également la promesse que, si nous étions stratégiques, nous pouvions transformer cette souffrance en force. Je pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter, et je posai de nouveau le carnet sur la table. Les pages jaunes ne représentaient plus seulement un danger, elles étaient maintenant un guide, une feuille de route pour comprendre les intentions de ma belle-mère et préparer notre riposte.
La douleur familiale était intense, mais elle venait de devenir le catalyseur d'une action réfléchie et mesurée, capable de protéger notre fils, notre belle-fille et l'équilibre de notre foyer. En regardant mon mari et nos enfants, je compris enfin que la douleur familiale n'était pas une fatalité. Elle était le prix à payer pour comprendre, anticiper et agir. Et c'est à ce moment précis que je sus que nous pouvions transformer cette souffrance en un pouvoir silencieux mais efficace, une force capable de briser les chaînes de la manipulation et de rétablir une paix que nous n'avions jamais vraiment connue. Le silence dans le garage était lourd, mais chargé d'une tension nouvelle. La douleur familiale nous avait frappés, oui, mais elle nous avait également éveillés. Nous étions désormais prêts à utiliser la connaissance des secrets pour agir avec intelligence et courage, à protéger notre foyer et à préparer le moment où la vérité éclaterait, de manière contrôlée, mais imparable. Alors que la tension autour du carnet et des secrets de ma belle-mère continuait de peser lourdement sur nous, mon esprit s'est soudain tourné vers un moment plus ancien mais non moins significatif, notre mariage. Ce souvenir, qui aurait dû être rempli de joie et de promesses, se mêlait maintenant à la douleur que nous ressentions, comme un rappel que la manipulation et la vigilance faisaient partie intégrante de notre histoire familiale depuis le début. Je me souvenais du jour où nous avions échangé nos vœux, dans cette petite église baignée de lumière, entourée de nos proches. Mon mari avait ce sourire confiant, ce regard qui me promettait un avenir serein, et pourtant, même ce jour-là, il y avait des ombres qui planaient sur nous. Ma belle-mère, toujours présente, toujours à observer, avait réussi à placer des remarques subtiles à propos de la décoration, de la tenue de notre fils, et même de ma belle-fille qui participait à la cérémonie. Ces remarques, alors voilées de compliments apparemment bienveillants, étaient en réalité des instruments de contrôle, destinés à semer des doutes et à maintenir une certaine hiérarchie familiale. Je me souvenais du discours qu'elle avait prononcé, plein de chaleur et de prétendue affection, mais qui, une fois analysé à la lumière de tout ce que nous avions découvert, révélait une stratégie subtile. Chaque mot semblait choisi pour rappeler à tous qui détenaient l'autorité, qui connaissaient les vérités cachées, et qui pouvaient influencer les décisions familiales sans jamais se salir les mains. Je ressentis à nouveau ce mélange de frustration et d'admiration, frustration pour la manipulation, et admiration silencieuse pour la précision de ses plans. Les souvenirs de cette journée étaient aussi emplis de petites scènes qui semblaient insignifiantes à l'époque, mais qui prenaient maintenant un sens dramatique. La façon dont elle avait insisté pour contrôler le placement des tables, la manière dont elle observait chaque geste de ma belle-fille, chaque sourire échangé entre notre fils et nous. Tout semblait orchestré pour créer un équilibre de tension sous-jacente, un filet invisible dans lequel nous avions été pris sans le savoir. Je me souvins de la réception, du toast de mon mari, de la musique qui résonnait dans la salle et des éclats de rire des invités. Mais derrière tout cela, ma belle-mère observait avec un mélange de satisfaction et de calcul. Ses notes mentales, ses jugements silencieux, sa capacité à remarquer chaque détail nous avait suivis jusqu'au moindre geste, jusqu'au moindre regard échangé. Ce mariage, que j'avais cru être un symbole de liberté et d'union, était en réalité une scène où se jouait déjà une partie du contrôle qu'elle allait exercer sur nous pendant des années. Alors que je repassais ces souvenirs dans mon esprit, je compris à quel point ils avaient été influencés par ses actions. Les moments de bonheur étaient réels, oui, mais ils étaient entachés par sa présence constante, ses murmures discrets et ses regards calculés. Cette prise de conscience fit remonter une vague de colère et de tristesse. Combien de fois avions-nous souri en pensant que tout allait bien, alors qu'en réalité, chaque geste, chaque mot, chaque choix avait été évalué et enregistré par elle, prêt à être utilisé pour maintenir une tension latente? Je me souvins également des conversations avec mon mari dans la chambre après la réception, où nous avions discuté de nos impressions sur sa présence et ses interventions. À l'époque, nous avions minimisé ces signes, nous disant que c'était simplement une mère protectrice et impliquée. Mais maintenant, avec le carnet entre nos mains et les révélations sur ses manipulations financières et émotionnelles, ces souvenirs prenaient une dimension totalement différente. Ce mariage, symbole de notre amour, devenait également le point de départ d'un réseau de contrôle invisible, et comprendre cela était à la fois douloureux et éclairant. Je sentis une tension nouvelle dans mes épaules, un mélange de regret et de détermination. Chaque moment que nous avions cru libre et joyeux était en réalité une pièce d'un puzzle complexe, orchestré par ma belle-mère. Mais maintenant, armés de la connaissance de ses stratégies et de ses secrets, nous avions la possibilité de réécrire notre histoire, de transformer ces souvenirs douloureux en une base solide pour une revanche réfléchie et mesurée.
Je me souviens aussi des regards échangés avec ma belle-fille ce jour-là. Elle était encore jeune, innocente, pleine de curiosité et d'énergie, et je réalisais combien elle avait été affectée par l'atmosphère sous-jacente de manipulation. Même si elle ne l'avait pas compris à l'époque, chaque geste et chaque mot de ma belle-mère avait laissé une empreinte, un poids invisible qui influençait ses choix et ses réactions dans notre famille. La douleur familiale ne se limitait donc pas à nous adultes. Elle s'étendait à toute notre cellule familiale, imprégnant l'innocence de notre fils et la sensibilité de ma belle-fille. Je regardais mon mari, et nous échangions un silence lourd mais significatif. Nous savions que pour protéger notre famille, nous devions agir avec intelligence et stratégie. Les souvenirs du mariage, douloureux maintenant, nous rappelaient que les apparences peuvent être trompeuses, et que la vérité se cache souvent derrière des gestes subtils et des mots soigneusement choisis. Chaque souvenir était une leçon, chaque détail un indice pour anticiper les mouvements de ma belle-mère et préparer notre riposte. Alors que le soleil du garage filtrait à travers les volets et que notre fils jouait encore dans un coin, je sentis une détermination nouvellement m'envahir. Les souvenirs du mariage n'étaient plus seulement des instants de bonheur, ils étaient une carte, un guide, un rappel des dangers à surveiller et des stratégies à élaborer. La douleur et la trahison qu'ils contenaient allaient désormais alimenter notre vigilance et renforcer notre volonté de protéger notre famille à tout prix. Je posai le carnet à côté de moi, le cœur battant mais résolu. Les souvenirs du mariage, avec toute leur complexité et leur mélange de joie et de manipulation, venaient de révéler une vérité essentielle. Comprendre le passé est indispensable pour préparer l'avenir. Et moi, tenant ces souvenirs et ces secrets entre mes mains, je savais que la suite allait exiger courage, stratégie et une détermination sans faille pour restaurer l'équilibre familial et mettre fin aux manipulations de ma belle-mère. Après avoir revisité les souvenirs du mariage et pris conscience de la profondeur des manipulations de ma belle-mère, je me rendis compte que notre quotidien était également traversé par des conflits discrets, presque imperceptibles, mais qui pesaient lourdement sur notre famille. Ces conflits ne se manifestaient pas par des cris ou des disputes éclatantes, mais par des gestes, des silences, des regards et des remarques apparemment anodines, qui pourtant révélaient toute l'étendue de la tension qui régnait sous la surface. Chaque interaction avec ma belle-mère devenait un terrain miné où il fallait avancer avec prudence. Les repas de famille, par exemple, devenaient des épreuves subtiles. Un commentaire sur la décoration de la table, un sourire en coin en réponse à un compliment, un rappel de certaines dettes ou dépenses oubliées. Tous ces éléments, banals pour un observateur extérieur, étaient en réalité des armes discrètes pour maintenir une pression constante sur nous. La maîtrise qu'elle exerçait par de simples mots ou gestes était fascinante mais terriblement frustrante. Mon mari et moi avons commencé à remarquer ces micro-conflits depuis longtemps, mais à l'époque, nous avions tendance à les ignorer, pensant que ce n'étaient que des tensions passagères ou des différences de personnalité. Cependant, avec le carnet et ses annotations sous les yeux, tout prenait un sens nouveau. Chaque remarque qu'elle avait faite, chaque conseil, donné semblait s'inscrire dans une stratégie réfléchie pour contrôler nos émotions, nos décisions et nos relations. C'était comme si elle avait créé un jeu invisible dont nous étions les pions, et chaque conflit discret était un déplacement de pièces sur un échiquier complexe. Je me souvins d'un soir particulier, lors d'un dîner à la maison. Ma belle-mère s'était assise à côté de notre fils, engageant une conversation innocente sur son école et ses activités, mais chaque question, chaque sourire était calculé pour observer nos réactions et tester nos limites. Je sentais mes épaules se tendre à chaque mot, tandis que mon mari échangeait des regards furtifs avec moi, conscient de cette manipulation silencieuse. La tension dans la pièce était palpable, même si personne d'autre ne semblait la remarquer. C'était un conflit discret, invisible aux yeux de tous, mais intensément ressenti par nous, les cibles directes de sa stratégie. Les conflits discrets ne se limitaient pas aux interactions verbales. Les actions quotidiennes, comme préparer le café ou ranger les objets, pouvaient également devenir des champs de bataille silencieux. Une remarque sur la disposition des assiettes, une critique subtile sur la façon dont j'avais plié le linge, ou même un commentaire sur la tenue de notre fils pouvait déclencher une tension sourde, qui s'installait dans l'air comme une ombre invisible mais pesante. Ces petites tensions, accumulées jour après jour, créaient un climat de vigilance constante. Nous apprenions à marcher sur des œufs, à anticiper chaque geste, chaque mot, afin d'éviter de provoquer une réaction imprévisible de sa part. Je repensais aux réunions de famille où elle s'installait avec un air bienveillant mais observateur. Chaque sourire cachait un jugement, chaque compliment portait une nuance de critique,
Chaque geste semblait soigneusement orchestré pour tester notre patience et notre résistance. Les conflits discrets étaient sa manière de maintenir un contrôle psychologique sans jamais avoir à élever la voix ou à recourir à des méthodes ouvertes. La manipulation était subtile mais d'autant plus efficace, car elle exploitait notre confiance, nos émotions et nos habitudes. Ces tensions avaient des conséquences invisibles mais profondes sur notre famille. Notre fils, bien qu'innocent et joyeux, captait parfois ces micro-tensions, ressentait notre stress et ajustait inconsciemment son comportement pour apaiser l'atmosphère. Ma belle-fille, quant à elle, développait une prudence excessive dans ses paroles et ses gestes, craignant de provoquer un conflit ou de se retrouver au centre de manipulations indirectes. Même nous, adultes, avions appris à calculer nos réponses, à mesurer nos émotions, à tempérer nos réactions, afin de ne pas alimenter ces confrontations silencieuses. Mais malgré ces tensions permanentes, une partie de moi commençait à voir ces conflits discrets sous un angle différent. Ils révélaient des faiblesses et des motifs que nous pouvions maintenant exploiter. Le carnet, avec ses annotations méticuleuses, nous donnait la clé pour comprendre le fonctionnement de ces micro-conflits et préparer notre riposte. Chaque remarque, chaque geste de ma belle-mère devenait une pièce d'un puzzle que nous pouvions maintenant reconstituer avec précision. Les conflits discrets, jadis source de frustration et de stress, se transformaient peu à peu en outils de vigilance et d'anticipation. Je me souvenais de certains moments où nous avions tenté de répondre, mais toujours avec prudence, essayant de ne pas créer de crise. Avec cette nouvelle compréhension, je sentais que nous pouvions non seulement protéger notre famille, mais aussi commencer à renverser subtilement la dynamique. Les conflits discrets, autrefois un fardeau, devenaient des indicateurs précieux pour préparer la suite, pour anticiper ces mouvements et pour trouver le moment parfait pour agir avec efficacité. Alors que le soleil déclinait à travers les volets du garage, illuminant le carnet et notre environnement familial, je compris que nous devions rester attentifs, vigilants et stratégiques. Les conflits discrets n'étaient pas des incidents isolés, mais des signaux constants, des tests de patience et de discernement. Et nous avions désormais les clés pour les interpréter, pour protéger notre famille et pour préparer le moment où la vérité, soigneusement planifiée, éclaterait enfin. Ce chapitre de notre vie, marqué par ces confrontations silencieuses et ces tensions invisibles, avait un double visage, la douleur qu'il engendrait et l'opportunité qu'il offrait. L'opportunité de transformer notre vigilance et notre connaissance des secrets en une force capable de restaurer l'équilibre et de mettre fin à la manipulation de ma belle-mère. Chaque conflit discret devenait ainsi une leçon, un avertissement, mais aussi une pièce du plan qui allait nous permettre de reprendre le contrôle de notre famille. Le carnet sur la table, les pages ouvertes comme un champ de bataille silencieux, me donnaient maintenant non seulement la connaissance des manipulations de ma belle-mère, mais également l'opportunité d'agir. Une étincelle, une idée brûlante et presque irrépressible, avait pris naissance dans mon esprit. Ce n'était pas de la colère aveugle, ni un désir impulsif de revanche, c'était une stratégie, une riposte réfléchie, calculée pour rétablir la justice et protéger notre famille. Cette étincelle de vengeance, douce mais terriblement déterminée, illuminait tout ce qui jusque-là semblait obscur et chaotique. Je repensais à toutes ces années où elle avait exercé un contrôle subtil mais omniprésent sur nos vies, les remarques déguisées en conseils, les critiques voilées sur nos décisions parentales, les menaces implicites à chaque discussion sur l'héritage, les regards insistants qui laissaient entendre qu'elle savait toujours plus que nous. Tout cela avait créé un sentiment de frustration et de colère sourde, mais jusqu'ici, nous n'avions pas eu les moyens de riposter efficacement. Maintenant, grâce aux secrets découverts et à la compréhension des micro-conflits qu'elle entretenait, cette étincelle de vengeance devenait possible. Je me levai, tenant le carnet comme un guide et un outil de stratégie. Mon mari m'observait, conscient de la gravité du moment. « On doit être prudent », murmura-t-il, mais je sentais dans sa voix une lueur d'espoir et d'anticipation. Nous étions enfin en position de reprendre le contrôle, de transformer notre douleur et notre frustration en actions réfléchies et précises. Cette étincelle de vengeance n'était pas motivée par un désir de nuire gratuitement, mais par la nécessité de protéger notre fils, notre belle-fille et la stabilité de notre foyer. Je me souvins de chaque injustice, chaque manipulation, chaque moment où nous avions été contraints de céder ou de sourire face à des critiques injustifiées. La mémoire de ces instants alimentait mon énergie et mon courage. Chaque souvenir devenait une raison supplémentaire de ne pas laisser passer l'injustice, de ne plus tolérer l'oppression silencieuse que ma belle-mère exerçait sur notre famille. C'était comme si le carnet lui-même me murmurait des conseils, indiquant les points faibles,
les habitudes et les stratégies à exploiter pour que notre riposte soit parfaite. La préparation de cette vengeance était un processus mental autant qu'émotionnel. Je devais rester calme, stratégique, analyser ses comportements et prévoir ses réactions. Chaque mot que je rédigerais dans le message devait être choisi avec soin, pesé pour maximiser l'impact, pour dévoiler juste assez de vérité afin de rétablir l'équilibre, sans toutefois créer un conflit incontrôlable. Cette étincelle de vengeance exigeait précision et patience, car une erreur pouvait anéantir tous nos efforts. Je visualisais le moment parfait pour envoyer ce message, un moment où elle ne pourrait ni se défendre ni manipuler davantage, un moment où la vérité éclaterait de manière irréfutable, sans lui laisser la possibilité de retourner la situation contre nous. Le carnet avait révélé toutes ses faiblesses, ses mensonges et ses dépendances émotionnelles. Nous pouvions maintenant planifier notre riposte avec une clarté totale. Chaque page, chaque note, chaque chiffre devenait un outil pour construire un message unique, capable de mettre fin à ces manipulations et de protéger notre famille. Je me souvenais de notre fils, de sa joie innocente, de sa confiance en nous. Chaque sourire et chaque éclat de rire me rappelaient ce qui était en jeu. La vengeance n'était pas un acte de cruauté, mais un moyen de rétablir la justice et d'assurer que notre foyer redevienne un lieu de sécurité et de bonheur. Cette étincelle, née dans le silence du garage, devenait une force tangible, motivée par l'amour et la protection de ceux que j'aimais le plus. Je pris une profonde inspiration et commençai à rédiger mentalement les phrases du message. Chaque mot devait être précis, chaque formulation calculée pour créer l'effet désiré. Je devais combiner vérité, preuve et subtilité afin de surprendre ma belle-mère et briser son contrôle sans confrontation directe. Cette préparation mentale me donna un sentiment de pouvoir nouveau, une assurance que nous étions enfin capables de changer le cours de notre histoire familiale. Je regardai mon mari et nos enfants, et je sentis une détermination commune naître dans nos regards. Cette étincelle de vengeance n'était pas seulement la mienne, elle devenait notre stratégie familiale, un pacte silencieux pour protéger notre foyer et rétablir la justice que nous méritions depuis trop longtemps. Les secrets et les manipulations de ma belle-mère ne nous contrôlaient plus, nous avions maintenant la connaissance et les outils pour reprendre le pouvoir et créer un équilibre qui semblait impossible auparavant. Et alors que le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues et dramatiques dans le garage, je compris que le moment décisif approchait. Cette étincelle de vengeance n'était plus seulement une idée, elle était une action imminente, une promesse silencieuse mais inébranlable que nous allions transformer la douleur et les injustices passées en une stratégie réfléchie et imparable. La bataille allait commencer, mais cette fois, nous étions armés de la vérité et d'une détermination qui ne pourrait jamais être brisée. Le silence pesant du garage, entre les rires de notre fils et les pages du carnet, portait maintenant le frisson de ce qui allait suivre. La vengeance, longtemps retardée et préparée avec soin, était sur le point de devenir réalité. Et moi, tenant les secrets et les preuves entre mes mains, je savais que l'étincelle que je ressentais se transformerait bientôt en un feu capable de changer pour toujours l'équilibre de notre famille. Après des années de manipulation et de tensions silencieuses, je savais que le moment décisif approchait. Le carnet ouvert devant moi, rempli de notes, de chiffres et de preuves accumulées par ma belle-mère au fil des ans, me donnait un aperçu complet de ses stratégies et de ses intentions. Chaque page était une pièce du puzzle, et je comprenais maintenant que pour rétablir la justice et protéger notre famille, je devais rédiger un message unique, capable de révéler la vérité, tout en laissant aucune échappatoire à sa manipulation. La préparation de ce message n'était pas seulement une tâche technique, mais un processus émotionnel intense, où chaque mot devait être pesé avec précision, chaque phrase calibrée pour produire l'effet maximal. Je m'installai à la table du garage, un endroit devenu silencieux mais chargé d'histoire, et pris une profonde inspiration. Mon mari me rejoignit, les yeux emplis de cette tension partagée, mélange de peur et d'anticipation. « Es-tu sûr de ce que tu vas faire ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête, le cœur battant, consciente que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. Ce message n'était pas un simple texto ou un courriel, il était une arme psychologique, un catalyseur qui allait bouleverser l'équilibre fragile que ma belle-mère croyait contrôler depuis tant d'années. Je réfléchis longuement à chaque détail. Comment commencer le message pour capter son attention immédiatement? Comment révéler la vérité sans lui laisser la possibilité de manipuler la situation? Je savais que chaque mot devait être précis, que chaque phrase devait créer une tension suffisante pour qu'elle comprenne l'étendue de ses erreurs et de ses mensonges.
Je voulais qu'elle réalise que sa période de contrôle touchait à sa fin, mais sans déclencher une confrontation ouverte qui pourrait mettre en danger notre famille. Le carnet était ma carte stratégique. Chaque compte caché, chaque manipulation, chaque détail noté avec une précision implacable était désormais à ma disposition. Je pris des notes à côté de moi, esquissant mentalement les phrases, pesant les mots comme un artisan sculpte son œuvre. Si tu touches à un centime. Ces mots prononcés des années auparavant par ma belle-mère résonnaient maintenant dans mon esprit comme un défi silencieux. Mon message devait retourner cette menace contre elle, en exposant ses propres secrets de manière irréfutable. Je repensais à notre fils et à ma belle-fille, à leurs sourires innocents, et je sus que ce message n'était pas seulement pour moi ou mon mari. Il était pour eux, pour leur sécurité émotionnelle, pour leur permettre de grandir sans cette ombre constante de manipulation et de tension. Chaque mot devait contenir cette intention de protection, même si la forme finale serait subtile, froide et implacable. Je pris mon téléphone et commençai à rédiger mentalement les phrases. Chaque formulation était testée dans mon esprit, analysée sous tous les angles. Pouvait-elle interpréter ce message comme une menace, comme une accusation, ou allait-elle comprendre que la vérité avait été révélée de manière irréversible? J'avais besoin que ce message soit clair, impactant et impossible à ignorer, mais aussi que son ton soit précis, équilibrant vérité et contrôle psychologique. Je repassais encore et encore les informations du carnet. Les comptes cachés, les notes personnelles, les menaces passées et les manipulations émotionnelles, tout devait être intégré d'une manière ou d'une autre dans le message. Il ne s'agissait pas simplement de révéler des faits, mais de créer un effet cumulatif, une pression subtile mais inévitable qui la forcerait à reconnaître sa faute sans possibilité de retournement. Chaque chiffre, chaque nom, chaque détail devait être placé comme un levier invisible, prêt à déclencher la réalisation de la vérité dans son esprit. Alors que je peaufinais mentalement le texte, je sentis la tension monter dans mon corps. La peur et l'anticipation se mêlaient à la détermination. Je savais que cette étape était cruciale. Un mot mal choisi, une phrase trop directe, et tout l'effet serait perdu. Mais je sentais également une puissance nouvelle, celle de la connaissance et de la préparation, qui me donnait confiance. Cette étincelle de vengeance que j'avais ressentie auparavant se transformait maintenant en une stratégie claire, précise et implacable. Je pris également en compte l'heure et le contexte de l'envoi. Envoyer ce message au mauvais moment aurait pu donner à ma belle-mère le temps de se défendre ou de manipuler la situation. Il fallait choisir un instant où elle serait vulnérable, où les preuves que je dévoilerais seraient les plus percutantes et impossibles à contester. Cette réflexion stratégique prenait tout mon esprit, chaque décision étant cruciale pour l'impact final. Mon mari m'aida à relire mentalement les formulations. Nous avons testé différents scénarios, imaginé ses réactions possibles, anticipé ses contre-attaques. Chaque hypothèse était minutieusement évaluée, chaque conséquence prévue. Nous savions que ce message serait plus qu'une simple révélation, il serait le déclencheur d'un changement radical dans notre dynamique familiale. Il serait le point de rupture qui permettrait enfin de libérer notre famille de l'emprise de ma belle-mère. Enfin, après des heures de réflexion, je sentis que la version finale prenait forme dans mon esprit. Les mots étaient clairs, chaque phrase pesée, chaque détail exact. La préparation du message avait été intense, mentale et émotionnelle, mais elle nous avait également donné le pouvoir de reprendre le contrôle de notre famille. Chaque aspect de sa manipulation était désormais anticipé, chaque réaction prévue. Le moment approchait, et avec lui, la promesse d'une révélation qui allait bouleverser nos vies à jamais. Alors que je déposais le téléphone à côté du carnet, je sentis un mélange étrange de peur, d'excitation et de satisfaction silencieuse. Le message, encore non envoyé, représentait la culmination de notre patience, de notre stratégie et de notre détermination. Tout ce que nous avions traversé, toutes les douleurs, toutes les tensions, toutes les injustices accumulées au fil des années, allait maintenant trouver sa conclusion dans ce message soigneusement préparé. La revanche, méthodiquement planifiée, était sur le point de devenir réalité. Le moment que j'avais attendu, préparé et anticipé depuis des semaines était enfin arrivé. Le message, soigneusement rédigé et pesé, reposait sur mon téléphone, prêt à être envoyé à ma belle-mère. Je pouvais sentir chaque battement de mon cœur résonner dans le silence du garage, où la lumière du soleil déclinant dessinait des ombres dramatiques sur les murs et sur le carnet ouvert devant moi. Ce n'était plus une simple préparation, c'était le point culminant de toutes les tensions, toutes les frustrations, toutes les manipulations accumulées au fil des années.
L'explosion de vérité que ce message allait provoquer allait changer notre famille à jamais. Je pris une profonde inspiration et relus mentalement chaque mot du message. Chaque chiffre, chaque détail, chaque preuve était placée pour créer un effet irréfutable. Les comptes cachés, les manipulations financières, les menaces passées, les injustices et les micro-conflits, tout devait apparaître clairement, mais sans confrontation directe. Mon objectif n'était pas seulement de révéler la vérité, mais de la rendre inattaquable, de manière à ce que ma belle-mère comprenne instantanément l'étendue de ses mensonges et de son contrôle sans pouvoir les nier. Je repensais à notre fils, à sa curiosité innocente et à son sourire insouciant. Chaque rire, chaque moment de joie me rappelait pourquoi il était essentiel de mettre fin à cette emprise. Ma belle-fille aussi, avec sa prudence nouvelle et ses gestes mesurés, était directement affectée par les tensions silencieuses entretenues par ma belle-mère. L'explosion de vérité n'était pas une vengeance aveugle, elle était une protection, un moyen de restaurer l'équilibre et la sécurité émotionnelle dans notre famille. Le silence dans le garage était presque palpable, interrompu uniquement par les bruits du quotidien, le tic-tac de l'horloge, le souffle régulier de notre fils qui jouait dans un coin, et les bruits subtils de la maison. Chaque son semblait amplifier l'importance du moment. Je sentis mon mari se rapprocher, ses yeux emplis de soutien et d'anticipation. Nous étions tous deux conscients que ce message n'était pas un simple texte, mais un déclencheur, une bombe silencieuse prête à faire éclater les mensonges et les manipulations accumulées depuis des années. Je fermai les yeux un instant et visualisai la réaction de ma belle-mère. Comment allait-elle réagir en découvrant que tout ce qu'elle avait fait, chaque menace, chaque manipulation subtile, chaque injustice silencieuse, était désormais exposée à la lumière? J'imaginais son visage, la surprise, la colère, la frustration, peut-être même la peur. Mais plus que tout, je voulais qu'elle ressente l'irréversibilité de ses actions, qu'elle comprenne que sa période de contrôle absolu était terminée. Lorsque je pressai enfin le bouton « Envoyer », un frisson parcourut tout mon corps. Le message qu'elle allait recevoir contenait tout, preuves irréfutables, détails précis, manipulations et mensonges dévoilés. C'était une explosion de vérité soigneusement préparée, calculée pour que chaque mot atteigne sa cible avec précision. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine, mais une sensation de libération m'envahit immédiatement. Après des années de tension et de manipulation, nous avions enfin trouvé le moyen de riposter efficacement. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra. Ma belle-mère venait de lire le message. Je pouvais presque entendre son souffle, imaginer ses yeux parcourant chaque ligne, chaque preuve, chaque accusation silencieuse mais implacable. Le silence qui suivit était écrasant. Je savais qu'elle réalisait l'ampleur de ses actions, qu'elle prenait conscience de l'inévitabilité de la vérité qui venait de s'imposer dans sa vie. Les micro-conflits, les injustices, les manipulations financières et émotionnelles, tout cela éclatait maintenant devant elle, irréversible et complet. Je regardais mon mari, et nous échangions un regard chargé de soulagement et de tension à la fois. Nous savions que ce moment allait provoquer des réactions, peut-être des crises, des disputes, mais surtout, qu'il allait marquer un tournant décisif dans notre famille. L'explosion de vérité n'était pas seulement un acte de justice, c'était la fin d'une ère de contrôle et de manipulation, et le début d'une nouvelle phase où nous pouvions enfin respirer sans craindre les manipulations de ma belle-mère. Notre fils, absorbé dans ses jeux, levait parfois les yeux et souriait innocemment, inconscient de l'intensité du moment. Ma belle-fille, elle, semblait ressentir la tension dans l'air, les changements subtils mais puissants qui se produisaient autour d'elle. Je compris à quel point nos actions étaient importantes pour leur avenir, pour leur permettre de grandir dans un environnement sûr où la manipulation et la peur ne dictaient plus nos vies. Et alors que le téléphone continuait de vibrer légèrement sur la table, je réalisai que cette explosion de vérité n'était que le début. Les conséquences allaient se déployer dans les heures, les jours, peut-être les semaines à venir. Mais une chose était certaine, nous avions pris le contrôle de notre histoire familiale. Nous avions utilisé les secrets et les manipulations pour créer un message unique, capable de rétablir la justice et d'ébranler l'emprise de ma belle-mère. Le garage, avec son silence lourd mais libérateur, était maintenant le témoin de cette victoire silencieuse. Une victoire calculée, réfléchie et puissante. L'explosion de vérité venait de se produire, et avec elle, l'assurance que nous pouvions enfin protéger notre famille, retrouver la paix et commencer à reconstruire un équilibre durable. Et tandis que je déposais le téléphone et regardais mon mari et nos enfants, je compris que rien ne serait plus jamais pareil.
La vérité venait d'éclater, et le cours de notre histoire familiale avait définitivement changé. Le silence dans le salon après l'envoi du message était presque insoutenable. Mon mari et moi étions figés, le souffle court, chaque muscle tendu par l'anticipation de ce qui allait se produire. Quelques secondes semblaient durer une éternité, chaque tic-tac de l'horloge résonnant dans nos oreilles comme un rappel oppressant que l'instant décisif était enfin arrivé. Et puis, le téléphone vibra à nouveau. Ma belle-mère venait de lire le message. Je pouvais presque sentir la tension dans l'air, comme une onde invisible qui se propageait à travers la pièce. Quelques instants plus tard, nous entendîmes des pas précipités venant de l'étage. La porte s'ouvrit avec fracas, et ma belle-mère entra, le visage pâle, les yeux écarquillés, incapable de cacher son choc. Son expression oscillait entre la colère, la peur et l'incrédulité. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, sa voix tremblante et brisée, incapable de formuler une phrase complète. Chaque mot du message, chaque preuve que nous avions exposée, la frappait comme une vague violente, la désarmant totalement. Elle regardait autour d'elle, cherchant une échappatoire, un moyen de nier l'évidence, mais il n'y avait aucun endroit où se cacher. Le carnet, étalé sur la table, servait maintenant de preuve irréfutable de ses mensonges et de ses manipulations. Chaque compte caché, chaque annotation sur nos vies, chaque menace implicite, tout était désormais exposé à la lumière. Les micro-conflits, les critiques déguisées en conseils, et les tensions quotidiennes n'étaient plus des incidents isolés, tout formait un schéma clair, et elle ne pouvait plus le contester. Je sentis une montée d'adrénaline et de satisfaction silencieuse. Ce choc, cette réaction, était exactement ce que nous avions prévu. Elle avait toujours cru que sa manipulation resterait invisible, que ses stratégies psychologiques resteraient impunies. Mais maintenant, elle était confrontée à la vérité, et elle le savait. Son regard, perdu et confus, cherchait des alliés, une justification, une excuse, mais il n'y avait personne pour la défendre. Cette réaction choquante était la première étape de la restitution de l'équilibre et du contrôle sur notre famille. Mon mari posa une main sur mon épaule, partageant le même mélange de soulagement et de tension. Nous savions que ce choc n'était que le début. Il déclencherait une série de réactions, de tentatives de manipulation ou de déni, mais nous étions préparés. Chaque phrase du message avait été calculée pour provoquer un impact maximal, et sa réaction était la confirmation que notre stratégie avait fonctionné. La manipulation qu'elle exerçait depuis des années venait de rencontrer un mur invisible mais infranchissable, la vérité. Notre fils, assis dans son coin, observait la scène avec curiosité et un léger effroi. Il percevait la tension, la gravité de la situation, mais sans comprendre pleinement les détails. Sa présence innocente rendait le moment encore plus intense. Ma belle-fille, elle, semblait figée, les yeux rivés sur ma belle-mère, comprenant que quelque chose de monumental venait de se produire. Les émotions dans la pièce étaient palpables. Peur, incrédulité, colère et une forme de soulagement mêlé de satisfaction silencieuse. Ma belle-mère s'approcha de la table, tremblante, et toucha le carnet avec une main hésitante. Ses yeux parcouraient les pages, s'arrêtant sur les détails financiers, les notes sur nos vies et les preuves de ses manipulations passées. Chaque page semblait la frapper comme un coup invisible, l'empêchant de formuler une réponse cohérente. « Comment as-tu su tout ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée, incapable de masquer son désarroi. La puissance du choc résidait dans la précision et la vérité de chaque élément exposé. Je pris un instant pour observer sa réaction. Ses mains tremblaient légèrement, son souffle était irrégulier, et elle semblait perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires, honte, peur, frustration, et peut-être, au fond, la prise de conscience que sa période de contrôle était définitivement terminée. Ce choc n'était pas seulement émotionnel, il était psychologique. Elle avait été déstabilisée, privée de toutes ses stratégies habituelles, et incapable de manipuler la situation à son avantage. Alors que je voyais son visage, je compris que la vérité avait déclenché quelque chose de plus profond que nous n'avions imaginé. Elle ne pouvait plus revenir en arrière, et la dynamique familiale venait de changer radicalement. Les micro-conflits et les manipulations quotidiennes étaient désormais éclipsés par l'impact du message, et elle se retrouvait démunie, exposée, face à ses propres actes. La réaction choc que nous avions anticipée s'était matérialisée, et avec elle venait la certitude que notre famille pouvait enfin respirer. Mais même au milieu de ce choc intense, je savais que ce n'était qu'une étape.
Les conséquences allaient se déployer dans les heures et les jours à venir. Elle allait réagir, tenter de se défendre, de se justifier ou de retourner la situation. Et nous devions rester vigilants, prêts à répondre avec calme et stratégie. Cette réaction choquante n'était que le début d'un processus de restauration, d'une reconstruction où la vérité, la justice et la protection de notre famille seraient désormais au centre. Je regardai mon mari, et nous échangeâmes un regard silencieux, chargé de compréhension et de complicité. La réaction de ma belle-mère, choquée et déstabilisée, était la preuve que notre plan avait fonctionné. Mais nous savions que la suite demanderait prudence, anticipation et discernement. L'explosion de vérité venait de provoquer ce choc initial, mais le chemin pour rétablir totalement l'équilibre familial ne faisait que commencer. Alors que le silence reprenait ses droits, lourd et chargé de tension, je sentis une vague de satisfaction silencieuse m'envahir. La réaction choc de ma belle-mère avait confirmé que notre stratégie était efficace. Pour la première fois depuis des années, nous avions repris le contrôle de notre famille, et la vérité, exposée de manière irréfutable, allait guider chaque décision à venir. Le soleil filtrant à travers les vitres de la maison éclairait les visages graves de notre famille réunie dans le salon. L'atmosphère était lourde, chargée de tension, mais aussi d'un sentiment étrange de libération. Après l'explosion de vérité et la réaction choc de ma belle-mère, nous avions tous compris qu'il était temps de tourner une page, de mettre fin aux manipulations, aux mensonges et aux conflits qui avaient empoisonné nos vies depuis tant d'années. Ces funérailles du passé n'étaient pas des obsèques physiques, mais une cérémonie silencieuse et intérieure, où chaque douleur, chaque injustice, chaque trahison familiale devait être symboliquement enterrée pour que nous puissions avancer. Je regardais autour de moi, mon mari à mes côtés, nos enfants observant silencieusement, et je sentis une intensité émotionnelle immense. Chaque membre de la famille portait le poids des souvenirs, des rancunes, des disputes silencieuses et des conflits discrets qui avaient jalonné nos vies. Nous avions tous été victimes de la manipulation subtile de ma belle-mère, de ses critiques voilées, de ses jugements injustes et de ses exigences implicites. Aujourd'hui, en ce moment précis, nous étions réunis pour reconnaître ces blessures et pour les laisser partir, comme on enterre symboliquement un passé qui ne peut plus contrôler notre présent. La belle-mère, toujours sous le choc de l'explosion de vérité, restait en retrait, incapable de trouver les mots pour justifier ses actes ou pour regagner le contrôle qu'elle avait cru posséder si longtemps. Son silence imposait sa propre punition, et sa posture rigide reflétait la compréhension que sa période de domination sur notre famille était désormais terminée. Elle observait, impuissante, le processus de reconstruction silencieuse qui se déroulait autour d'elle. Je pris la parole, doucement mais avec une autorité calme, pour marquer symboliquement ce moment. Aujourd'hui, nous enterrons le passé. Nous mettons fin aux mensonges, aux secrets, aux manipulations. Nous faisons le choix de protéger notre famille et de reconstruire notre foyer dans la vérité et la confiance. Chaque mot semblait résonner dans la pièce, traversant les cœurs avec une intensité palpable. Mon mari hocha la tête, nos enfants écoutaient attentivement, sentant que quelque chose de profond et de décisif se passait. Nous sortîmes dans le jardin, chacun tenant une petite bougie symbolique, et nous déposâmes ces bougies dans une boîte en bois que nous avions préparée pour représenter le passé que nous souhaitions laisser derrière nous. Chaque bougie représentait une blessure, un mensonge ou une injustice que nous avions subie. Nous les regardions brûler, illuminant doucement le crépuscule, comme pour dire que même dans l'obscurité, la lumière de la vérité pouvait briller et purifier les cicatrices du passé. Ma belle-mère observait de loin, son visage marqué par la honte et la défaite silencieuse. Elle comprenait maintenant que ces manipulations et ces stratégies ne contrôlaient plus nos vies. Chaque bougie qui s'éteignait symbolisait une victoire silencieuse, une libération émotionnelle et psychologique. Nous assistions à nos propres funérailles symboliques, laissant derrière nous les années de conflits, les disputes dissimulées, les critiques voilées et les menaces implicites. C'était un moment de catharsis collective, une purification émotionnelle qui nous permettait enfin de respirer librement. Je me souvenais des mariages, des anniversaires, des réunions de famille et des funérailles passées, où chaque événement semblait teinté de tension et de manipulation. Aujourd'hui, nous redéfinissions notre histoire, en mettant un terme à ces cycles destructeurs. Nous enterrions non seulement les secrets et les mensonges, mais aussi les peurs et les frustrations qui avaient paralysé notre famille pendant trop longtemps. C'était un moment de renaissance, où la douleur passée se transformait en force et en sagesse pour l'avenir. Alors que le crépuscule tombait et que les bougies se consumaient lentement, je sentis une vague de soulagement et de paix intérieure m'envahir.
Ma belle-fille me prit la main, et notre fils posa sa petite main sur mon épaule, partageant ce moment de reconnexion et de sécurité. Nous avions transformé notre douleur en une leçon, notre colère en un catalyseur pour le changement, et nos rancunes en une force protectrice pour l'avenir. Les funérailles du passé n'étaient pas un acte de vengeance, mais un acte de guérison, où nous pouvions enfin nous libérer des chaînes invisibles de la manipulation familiale. Ma belle-mère, immobile, semblait comprendre la portée symbolique de ce que nous faisions. Elle ne pouvait plus exercer son contrôle, et chaque geste, chaque mot, chaque regard que nous échangions témoignait de notre détermination à avancer sans peur ni manipulation. Le passé brûlait dans cette boîte de bougies, et avec lui, toutes les tensions accumulées depuis des décennies disparaissaient, laissant place à une lumière nouvelle et à une famille enfin réunie autour de la vérité et de l'amour. Et tandis que la dernière bougie s'éteignait, je compris que ces funérailles du passé marquaient non seulement la fin d'une ère de douleur et de manipulation, mais aussi le début d'une reconstruction familiale solide et authentique. La vérité avait été révélée, le passé honoré et mis au repos, et notre famille pouvait désormais avancer vers un avenir plus sûr, plus lumineux et rempli de confiance retrouvée. Si cela vous a choqué, likez. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Je lirai et répondrai à tout le monde. Après les funérailles symboliques du passé, un calme étrange s'était installé dans notre foyer. Ce calme n'était pas une absence de vie, mais plutôt la naissance d'un espace où la vérité et l'authenticité pouvaient enfin respirer. La tension qui avait autrefois dominé nos conversations et nos interactions avait disparu, remplacée par une conscience nouvelle de nos limites, de nos forces et de nos responsabilités envers les autres membres de la famille. La nouvelle dynamique familiale ne se construisait pas en un jour, mais les fondations étaient désormais solides, vérité, confiance et respect mutuel allaient devenir nos piliers. Le matin suivant, je remarquai immédiatement les changements subtils mais profonds dans les attitudes et les comportements. Ma belle-fille, habituellement prudente et parfois distante à cause des manipulations passées de sa mère, semblait plus détendue, plus ouverte à partager ses pensées et ses émotions. Elle n'était plus constamment sur ses gardes, craignant que chaque mot ou geste soit analysé, critiqué ou utilisé contre elle. Sa confiance renaissante symbolisait la première fissure dans le mur d'influence que ma belle-mère avait imposé depuis des années. Notre fils, quant à lui, observait la maison avec curiosité et émerveillement. Il ne comprenait pas encore pleinement tous les conflits et les secrets qui avaient pesé sur nous, mais il sentait que quelque chose avait changé. Les disputes silencieuses avaient disparu, remplacées par des dialogues ouverts et sincères où chacun pouvait exprimer ses besoins et ses ressentis sans crainte de répercussions. Cette nouvelle dynamique familiale ne signifiait pas que nous étions parfaits ou que tout était résolu, mais elle ouvrait la porte à une communication honnête et à un soutien mutuel, deux éléments essentiels pour reconstruire notre foyer. Ma belle-mère, bien que toujours présente physiquement, avait adopté une attitude plus prudente. Son influence directe et ses manipulations subtiles n'avaient plus le même impact, et il devenait clair que nous étions désormais capables de protéger nos enfants et nos émotions contre toute tentative de contrôle. Elle semblait comprendre, bien qu'avec réticence et frustration, que la période où elle pouvait dicter les règles et imposer ses volontés était révolue. La nouvelle dynamique familiale reposait sur cette reconnaissance tacite. Chacun avait désormais sa place et ses limites, et aucune manipulation ne serait tolérée. Mon mari et moi nous étions également transformés par cette expérience. Les années de tension et de conflits avaient laissé des traces, mais elles nous avaient aussi appris à être plus attentifs, plus stratégiques et plus unis face aux crises. Nous avions appris à communiquer efficacement, à anticiper les problèmes et à travailler en équipe pour protéger nos enfants et notre foyer. La nouvelle dynamique familiale ne consistait pas seulement à neutraliser l'influence de ma belle-mère, mais aussi à renforcer notre lien conjugal et parental, à rétablir la sécurité émotionnelle de notre maison et à créer un environnement où chaque membre de la famille pouvait s'épanouir. Nous avons commencé à instaurer de nouvelles habitudes, symboliques et concrètes, pour marquer cette transition. Les repas familiaux, autrefois marqués par la tension et le silence, étaient désormais des moments d'échange sincères où chacun pouvait partager son quotidien et ses émotions sans crainte. Les activités partagées, comme le jardinage, les jeux avec les enfants ou les sorties dominicales, sont devenues des opportunités de renforcer notre cohésion et de célébrer notre liberté retrouvée. Ces gestes, simples en apparence, portaient un poids symbolique immense, ils représentaient la victoire sur des années de manipulation et de conflits silencieux. Je notais également que la confiance entre ma belle-fille et ma belle-mère changeait progressivement. Même si certaines tensions subsistaient,
La nouvelle dynamique imposait des règles implicites. Respect, limites claires et communication directe. Ma belle-fille avait appris à s'affirmer sans crainte, et ma belle-mère, malgré sa résistance intérieure, était contrainte d'adopter une posture moins autoritaire et plus respectueuse. Cette transformation subtile mais significative reflétait l'impact durable de l'explosion de vérité et des funérailles symboliques du passé. La maison, elle-même, semblait respirer différemment. Chaque pièce, chaque objet, chaque espace portait désormais le poids d'une mémoire nettoyée, libérée des tensions passées. Même le garage, témoin silencieux de la préparation du message décisif, avait changé de signification. Il n'était plus le lieu des complots et des confrontations, mais un espace de planification et d'organisation pour l'avenir. Cette symbolique se reflétait dans notre quotidien. Chaque action, chaque parole, chaque geste portait désormais la marque d'une intention consciente de préserver la paix et l'harmonie familiale. Les conversations quotidiennes étaient désormais empreintes de prudence mais aussi de sincérité. Nous avions appris à poser des questions directes, à exprimer nos besoins et à écouter attentivement les réponses, sans jugement ni suspicion. Les tensions qui existaient auparavant, souvent silencieuses mais omniprésentes, avaient été remplacées par un dialogue actif et constructif. Chaque interaction était désormais un test de la nouvelle dynamique familiale, mais aussi une confirmation que nous pouvions évoluer vers une relation plus saine et équilibrée. Et pourtant, au milieu de cette reconstruction, un sentiment de vigilance persistait. La nouvelle dynamique familiale était fragile, et nous savions qu'il fallait continuer à protéger nos enfants, à soutenir notre couple et à rester attentifs aux comportements subtils de manipulation qui pouvaient surgir. Mais cette vigilance n'était plus motivée par la peur ou la tension constante, mais par la volonté consciente de maintenir la paix, la confiance et le respect mutuel. Chaque journée apportait de nouvelles preuves de cette transformation. Les rires des enfants, les discussions ouvertes, les gestes d'affection spontanés et les moments de complicité renforçaient notre sentiment que nous avions enfin créé un foyer sûr et épanouissant. La nouvelle dynamique familiale n'était pas seulement une victoire sur le passé, elle représentait la promesse d'un futur où les secrets, les manipulations et les conflits silencieux ne domineraient plus nos vies. Je sentis une profonde satisfaction en observant notre famille, soudée et résiliente. Nous avions affronté les mensonges, les manipulations et les tensions accumulées pendant des années, et nous avions émergé plus forts, plus unis et plus conscients de notre valeur et de notre pouvoir collectif. La nouvelle dynamique familiale n'était pas parfaite, mais elle était authentique, consciente et surtout libératrice. C'était le fruit de notre stratégie, de notre patience et de notre détermination à protéger notre foyer. Et alors que je regardais ma belle-mère, toujours présente mais désormais reléguée à un rôle secondaire, je compris que nous avions créé un nouvel équilibre. Elle pouvait observer, mais ne pouvait plus imposer. Nous avions repris le contrôle de notre histoire, de nos émotions et de notre maison. La nouvelle dynamique familiale venait de s'installer, solide, subtile mais irréversible. Un avenir où la vérité, la confiance et la paix guideraient nos vies venait enfin de commencer. La maison respirait enfin un air de liberté, mais cette liberté était lourde, pesante, presque tangible. Après des années de manipulation subtile, de menaces silencieuses et de tensions invisibles, nous pouvions désormais parler, rire et agir sans crainte. Pourtant, chaque geste de cette liberté nouvelle était accompagné de la conscience de responsabilités inédites. La vérité révélée, les secrets exposés et les funérailles symboliques du passé avaient ouvert une porte vers un monde inconnu, un monde où il nous appartenait de décider comment reconstruire nos vies et nos relations familiales. Le poids de la liberté était à la fois exaltant et effrayant. Je me levai tôt ce matin-là, le soleil à peine levé, et j'observais les rayons caresser doucement les murs de notre salon. La lumière semblait danser sur les souvenirs, transformant les cicatrices du passé en reflets dorés. Chaque objet dans la maison, chaque meuble, chaque photo semblait désormais porter une signification différente, celle de la résilience, du courage et de la vérité. Je sentais que cette liberté, acquise après tant de luttes et de stratégies silencieuses, était un cadeau précieux, mais aussi un fardeau que nous devions apprendre à gérer avec prudence et discernement. Mon mari entra dans la pièce, le regard rempli d'une fierté mêlée de tension. Nous savions que notre foyer ne serait jamais plus exactement le même. Chaque décision, chaque mot, chaque geste allait désormais porter la marque de cette vérité exposée. La belle-mère, toujours présente mais désormais réduite à un rôle d'observatrice, avait cessé ses manipulations directes. Elle ne pouvait plus contrôler, influencer ou semer la peur comme elle l'avait fait pendant tant d'années.
Cette constatation apportait un soulagement immense, mais elle renforçait aussi la responsabilité qui reposait désormais sur nous, protéger nos enfants, maintenir l'équilibre familial et veiller à ce que cette liberté ne soit pas compromise. Nous passâmes la matinée à réorganiser notre espace, à discuter ouvertement de nos ressentis et à mettre en place de nouvelles règles pour assurer une communication saine. Notre fils, insouciant mais attentif, observait et participait, apprenant à exprimer ses émotions sans peur, à poser des questions et à comprendre les nuances des relations humaines. Ma belle-fille, elle, semblait respirer un air nouveau de sécurité et de confiance, prête à s'affirmer et à défendre ses besoins sans crainte de représailles. La liberté, que nous avions si longtemps attendue, imposait maintenant son propre rythme, sa propre discipline, et chacun de nous devait trouver sa place dans ce nouvel équilibre. En observant ma belle-mère, je réalisais à quel point cette liberté était radicale pour elle aussi. Elle ne pouvait plus dicter nos comportements, nos choix ou nos émotions. Chaque regard qu'elle posait sur nous était désormais rempli de reconnaissance implicite de notre autonomie, mais aussi d'une frustration silencieuse face à la perte de contrôle. Son rôle avait changé du tout au tout. Elle n'était plus l'ombre menaçante qui pesait sur nos vies, mais un témoin passif de notre renaissance familiale. Je repensais à toutes les années de tension, aux menaces voilées, aux manipulations subtiles et aux mensonges accumulés. Cette liberté nouvellement acquise n'était pas seulement un droit, elle était le fruit de stratégies réfléchies, d'une patience calculée et d'un courage inébranlable. Chaque action que nous entreprenions désormais, chaque parole échangée, portait le poids de cette lutte silencieuse, mais aussi la promesse d'un avenir plus lumineux, où nous pouvions décider de nos vies sans crainte. Le déjeuner en famille fut un moment révélateur. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons partagé des rires spontanés, des anecdotes et des projets pour l'avenir. Les discussions étaient franches, sans arrière-pensée, sans calcul. Nous savions tous que cette liberté demandait un engagement quotidien, mais la joie et la sérénité qui émanaient de cette atmosphère étaient un rappel constant que le prix payé valait chaque instant. La maison, témoin de nos luttes passées, vibrait désormais d'une énergie nouvelle, celle de la possibilité, de la reconstruction et de la vérité. Mais le poids de la liberté n'était pas seulement émotionnel, il était aussi pratique et stratégique. Nous devions rester vigilants pour protéger cette autonomie fragile, surveiller les comportements passés de manipulation, anticiper les crises potentielles et continuer à guider nos enfants dans un environnement sécurisé. Chaque décision devenait un exercice d'équilibre, préserver la paix, renforcer les liens et maintenir l'intégrité de notre foyer. Cette responsabilité, bien qu'exigeante, était aussi la manifestation la plus pure de notre pouvoir retrouvé. Au fil des jours, la maison se transforma progressivement en un lieu où la vérité et l'authenticité dominaient chaque interaction. Les discussions sur les projets familiaux, les finances et les activités quotidiennes se faisaient désormais dans un climat de respect mutuel et d'écoute attentive. Les rancunes, les peurs et les secrets étaient désormais remplacés par la transparence et la confiance. Même ma belle-mère, malgré sa présence physique continue, comprenait qu'elle n'avait plus la moindre influence sur nos choix. Chaque moment de cette nouvelle liberté apportait une leçon. Nous avions appris à identifier les signes subtils de manipulation, à anticiper les conflits potentiels et à protéger nos émotions et celles de nos enfants. La liberté n'était pas simplement l'absence de contrôle externe, elle était l'acquisition d'une maîtrise consciente de nos vies et de nos relations. Chaque sourire, chaque parole sincère, chaque geste affectueux portait la marque de cette autonomie durement conquise. Je m'assis dans le jardin, regardant nos enfants jouer sous le soleil, et ressentis une profonde gratitude mêlée de responsabilité. La liberté venait avec un poids, celui de rester vigilant, de protéger notre famille, de maintenir la paix et d'enseigner à nos enfants à respecter les autres tout en affirmant leurs propres besoins. Cette liberté était notre victoire, notre trésor et notre défi. Alors que le soir tombait, et que les ombres s'allongeaient doucement dans la maison, je compris que nous avions franchi une étape cruciale. Le passé avait été affronté, les secrets révélés, les manipulations neutralisées. Le poids de la liberté, lourd mais exaltant, nous donnait désormais la possibilité de choisir notre avenir, de construire une famille unie et forte, et de transformer notre foyer en un sanctuaire de vérité, de confiance et de paix durable. Même après toutes les révélations, les funérailles symboliques du passé et l'instauration de la nouvelle dynamique familiale, un sentiment étrange flottait dans l'air. La maison semblait plus légère, plus harmonieuse, mais chaque recoin, chaque ombre semblait murmurer des secrets que nous n'avions pas encore totalement découverts. La liberté que nous avions conquise,
bien qu'exaltante, apportait avec elle un poids subtil, celui de l'inconnu, de ce qui pourrait surgir à tout moment. Même ma belle-mère, désormais reléguée à un rôle d'observatrice, gardait dans ses yeux une lueur indéchiffrable, mélange d'incrédulité et d'une volonté silencieuse de ne pas se laisser totalement vaincre. Le matin suivant, alors que je préparais le petit déjeuner, je surpris ma belle-mère en train de feuilleter lentement un vieux carnet que je croyais avoir complètement exposé lors de l'explosion de vérité. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était concentré, méthodique. Chaque page tournée semblait calculée, comme si elle cherchait un élément que nous aurions peut-être négligé. Un frisson me parcourut l'échine. Malgré tout ce que nous avions accompli, il existait encore des zones d'ombre, des secrets potentiellement capables de bouleverser à nouveau notre équilibre fragile. Je regardai mon mari, et nous échangeâmes un regard silencieux, lourd de signification. Nous savions que l'ombre du passé n'était jamais complètement éradiquée. Même les manipulations les plus subtiles, même les mensonges soigneusement cachés, pouvaient ressurgir sous la forme d'une révélation inattendue, d'une confrontation imprévue ou d'un geste impulsif. La tension dans l'air n'était plus la peur constante de la domination de ma belle-mère, mais une vigilance prudente face à ce qui restait inconnu, invisible, tapi dans l'ombre. Au déjeuner, notre fils riait aux éclats, insouciant, tandis que ma belle-fille échangeait des regards complices avec nous. Pourtant, je percevais un silence discret, un non-dit entre les murs, comme si l'univers entier nous rappelait que la paix obtenue pouvait être éphémère. Chaque parole que nous prononcions était mesurée, non pas par crainte de ma belle-mère, mais par la prudence née de toutes ces années de trahison, de secrets et de manipulation. La liberté, bien qu'acquise, exigeait une vigilance constante et un sens aigu de l'observation. Le soir venu, alors que les ombres s'allongeaient et que les derniers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, je remarquai un détail qui me fit tressaillir. Une enveloppe avait été glissée discrètement sous la porte du salon. Aucun nom, aucun indice de provenance. Une note, pliée avec soin, semblait nous attendre, presque défiant notre perception de sécurité. Mon cœur battait la chamade, malgré toutes les stratégies, les messages calculés et les confrontations. Nous n'étions jamais complètement à l'abri des surprises que la vie ou les secrets de ma belle-mère pouvaient encore nous réserver. Ma belle-mère, assise dans son fauteuil, ne disait rien, mais son regard, dirigé vers l'enveloppe, la trahissait. Était-ce un acte de provocation ou une tentative de réconciliation? Impossible de le savoir. Le suspense restait entier, insaisissable. Chaque membre de notre famille semblait ressentir cette tension, un mélange d'anticipation, de curiosité et d'inquiétude. Nous savions que la moindre décision pourrait déclencher une réaction en chaîne, et que ce que nous croyions maîtriser n'était peut-être qu'une illusion temporaire. Je pris une profonde inspiration et me penchai pour ramasser l'enveloppe. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'excitation et d'adrénaline. Chaque lettre, chaque mot pourrait contenir une vérité oubliée, une menace latente ou un secret supplémentaire capable de bouleverser notre monde récemment pacifié. Le poids de cette liberté nouvellement acquise se faisait sentir de manière encore plus aiguë. Nous étions libres, mais responsables de la maintenir, de la protéger, et de faire face à tout ce qui pourrait surgir de l'ombre. Ma belle-fille posa sa main sur la mienne, un geste simple mais réconfortant, tandis que notre fils, curieux, observait avec un mélange d'innocence et d'inquiétude. Nous étions unis, prêts à affronter ce que la vie mettrait devant nous, mais conscients que le suspense, les mystères et les secrets pouvaient ressurgir à tout moment. Même dans ce moment de calme apparent, chaque respiration semblait chargée de potentiel dramatique. Le poids de cette liberté, loin d'être seulement une bénédiction, portait désormais en lui la promesse d'imprévus, de confrontations et de décisions difficiles. Nous avions appris à gérer les manipulations et les mensonges, mais nous n'avions jamais été confrontés à ce type d'incertitude. Le suspense restait entier, suspendu dans l'air, intangible mais profondément ressenti. Et tandis que je glissais lentement l'enveloppe dans mes mains, le cœur battant et l'esprit en alerte, je sus que la véritable histoire ne faisait que commencer. La paix retrouvée était fragile, la liberté précieuse, et les secrets, même après toutes ces révélations, continuaient de tisser leur fil invisible autour de notre famille. Le suspense reste, menaçant mais fascinant, et nous préparait à une suite que personne n'aurait pu anticiper. Et, une nouvelle vidéo apparaît actuellement sur votre écran. Regardez-la avant qu'elle ne disparaisse.